Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Samedi matin, en direct, comme tous les samedis, le libre journal des controverses. Je salue évidemment mes prédécesseurs, Lara Stam et Nicolas Stoker du libre journal de Géopolitique Profonde. J'ai vu qu'ils avaient eu notre ami Serge Federbusch, émission passionnante comme toutes les semaines, ce libre journal de Géopolitique Profonde. Évidemment, je salue aussi la technique, Arnaud, qui est c'est lui cette semaine. Il a le créneau du samedi matin de cette semaine. Je le salue, Arnaud, qui va nous filmer comme Spielberg filme les dinosaures. Et je salue bien entendu Patrice au standard. Patrice est là, il va prendre vos questions, vos commentaires. Je sais que cette semaine, ces commentaires et questions seront nombreux. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un souci, d'un problème évidemment de société que connaissent nos jeunes. C'est la médication forcée. Alors on n'en parle pas beaucoup de ça, mais ça arrive. Déjà, j'ai eu... il y a un mois de cela, notre ami le psychologue Jean-Luc Robert qui nous parlait de l'arrivée de ces grands labos dans les écoles et auprès de nos jeunes. Il expliquait comment les grands labos demandaient aux psychologues et aux psychiatres de diagnostiquer un maximum d'enfants et de jeunes HPI, HPE, TDAH, pour bien sûr que tous ces mômes aient droit à leurs petits médicaments fabriqués par Big Pharma. Et je reçois aujourd'hui par conséquent Vincent Pavant, enseignant-chercheur, qui va nous parler lui de cette expérience qu'il connaît, même d'ailleurs à titre personnel. Bonjour cher Vincent. C'est vrai que ce sujet de la médication de nos enfants, c'est devenu un problème de société. C'est d'ailleurs devenu une victoire de Big Pharma. Et c'est quelque chose qui est très peu médiatisé. Oui, tout à fait. Bonjour Mike et merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc effectivement, comme tu l'as dit, de plus en plus d'enfants médiqués en fait, et c'est pas un problème qui est nouveau puisqu'on se souvient par exemple du problème de la Ritaline qui avait eu quelques années, même les hormones de croissance et puis plus récemment le problème de la vaccination bien sûr des enfants, avec des incitations très très fortes qui étaient pour les enfants par exemple qui pouvaient plus faire du foot, qui pouvaient plus aller à leurs activités s'ils n'avaient pas leur passe vaccinale et leur dose vaccinale. Mais on est dans ce que tu as raconté dans le domaine de l'influence, dans le domaine de l'invitation, avec effectivement des médecins qui vont vous conseiller, avec des nouveaux troubles qui vont apparaître, qui vont permettre effectivement avec un schéma qui est un peu toujours le même au sens où c'est plus des médicaments qui cherchent quelque part leur maladie que des maladies qui cherchent leurs médicaments. Et donc on a comme ça une industrie pharmaceutique qui va déverser des médicaments et qui va chercher ensuite quelque part à les écouler en faisant du lobbying, en faisant etc. Mais le problème c'est que ces incitations peuvent, le cas échéant, devenir des obligations par l'entremise de la justice, notamment de la justice des mineurs, avec des mécanismes extrêmement pervers, extrêmement retors, qui font que, eh bien, on l'a vu, durant, par exemple, la crise sanitaire, Laurence Muller-Bronn avait dénoncé au moment donc de la commission sur les effets indésirables des vaccins, la sénatrice Laurence Muller-Bronn, effectivement, que 20 000 enfants en fait avaient reçu des doses adultes durant la vaccination Covid, en fait, et que la plupart de ces enfants en fait étaient des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau des débats parlementaires et notamment sénatoriaux sur la loi, donc la fameuse loi du 5 août 2021. Eh bien, il était écrit noir sur blanc et il y a eu un alinéa dans la loi du 5 août sur le fait que les présidents des conseils départementaux qui ont la responsabilité donc des enfants d'aide sociale à l'enfance pouvaient eh bien, imposer la vaccination en cas de besoin aux enfants. Et donc là, on rentre vraiment dans quelque chose de forcé. Bah tiens, question annexe. Qu'est-ce que tu penses là, de la décision de la haute autorité de la santé, la décision de cette semaine
qui dit voilà, il faut dès 16 ans rembourser les hormones des bloqueurs de puberté à nos jeunes de 16 ans qui veulent transitionner parce qu'il faut qu'ils transitionnent, ils deviennent femmes ou hommes le plus vite possible. On est vraiment dans l'idée maintenant que la HAS et toutes ces administrations liées à la santé servent une idéologie. C'est vraiment quelque chose de prescriptif, un prosélytisme même qui est mis en avant par effectivement tous ces gens-là, avec bien sûr derrière, on le sent, des lobbies, des influenceurs, des associations, eux-mêmes financés par on ne sait pas très bien qui, en fait on sait qui, il y a beaucoup d'Open Society derrière, il y a beaucoup effectivement de gens comme ça, et là ça n'a plus rien à voir avec la médecine, et justement j'étais intervenu il y a un an à peu près devant l'association française donc de médecine esthétique où j'avais fait la différence entre une médecine curative et une médecine améliorative en fait, et qui est en fait aujourd'hui le gros problème du transhumanisme qui va faire en sorte que ce qu'on faisait avant en termes de soins pour évidemment soigner les gens devienne aujourd'hui une intervention qui serve non pas à soigner qui que ce soit mais simplement à transformer dans un processus éventuellement d'amélioration. Donc en fait c'est une catastrophe absolue, et que la HAS en fait hélas collabore à ce genre de discours est extrêmement inquiétant, et on ne sait plus quoi faire pour leur dire à un moment donné écoutez, il faut redescendre un peu sur terre maintenant et puis revenir à une médecine simplement hippocratique et arrêter toutes ces expériences finalement un peu à la Frankenstein. Mais justement cette haute autorité de la santé, c'est qui la compose? Est-ce que c'est des médecins ou est-ce que c'est juste des fonctionnaires Alors il y avait un organigramme et un diagramme que j'ai consulté pas plus tard qu'hier, effectivement, où j'ai vu la liste des personnes qui étaient à la tête de cette HAS, et en fait je me suis rendu compte que je connaissais personne, et en réalité c'est effectivement vraisemblablement quelque part d'état profond justement qui est représenté par ces gens-là. C'est des gens qui sont entre l'administration, le politique, parfois la médecine, donc c'est des gens avec des profils assez syncrétiques en fait, et dont on a du mal à identifier justement les parcours intellectuels, les parcours médicaux, ou alors les parcours, donc c'est un mélange de tout, ils sont là, ils y restent, et on ne sait pas très bien quelles sont leurs influences, quelles sont leurs sources d'informations, quelles sont leurs sources de réflexion, et par conséquent c'est une nébuleuse vraiment pour le coup, et c'est souvent comme ça que progressent d'ailleurs les idées de manière souterraine. Le transhumanisme en fait partie, et je fais partie des gens qui considèrent que justement la transition de genre est en fait un tremplin vers ce transhumanisme en fait, et c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Donc on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas vraiment quelle est leur vie, on a du mal à identifier leur profil intellectuel et idéologique, et c'est ce qui fait que finalement c'est extrêmement, je crois, dangereux à la fin, parce qu'on ne sait plus comment on est dirigé et par qui effectivement on est dirigé, qui a le pouvoir. Et voilà, cette nébuleuse malgré tout prend de plus en plus d'importance, comme pour ces psychotropes et ces antidépresseurs que l'on prescrit dorénavant aux mineurs, alors que c'est interdit. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose sur les antidépresseurs, donc qui sont donc aujourd'hui des molécules qu'on appelle ISRS, donc inhibiteurs sélectifs de recapture sérotonine, parce que en fait, bon, avec le développement de la neurologie, effectivement, bon, on a mis en évidence qu'il y aurait une corrélation pas très fiable entre d'un côté des gens qui seraient en dépression, donc pareil, la dépression étant une maladie assez difficile quand même à caractériser, qui est assez labile dans son diagnostic en tout cas, donc une corrélation entre les dépressions et un manque de sérotonine, qui est une molécule en fait dans le cerveau qui permet la communication en fait neuronale. Et donc voilà, donc tout le monde possède dans son cerveau cette substance de sérotonine, et les personnes déprimées donc qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine. C'est ce que nous dit donc le gouvernement sur ces ISRS. Bon. Et donc les antidépresseurs aujourd'hui donc qui sont ces ISRS, eh bien ont pour capacité, pense-t-on, de modifier cette communication chimique dans les neurones, et donc d'augmenter le taux de sérotonine, et donc de faire en sorte que les gens qui étaient dépressifs ne soient plus dépressifs. Donc c'est un peu comme ça que c'est présenté, sauf qu'en réalité, il y a aucune certitude sur le fonctionnement de cette sérotonine, c'est ce que nous dit le gouvernement. Le fonctionnement de ces ISS n'est pas complètement et même compris.
Et leur mode d'action, nous dit Vidal, n'est absolument pas connu finalement. Et en réalité, ce sont des molécules qui se sont développées les 20-30 dernières années et qui deviennent maintenant complètement dominantes sur le marché et qu'on a vraiment tendance maintenant à donner de manière extrêmement facile, extrêmement simple pour à peu près tout et n'importe quoi. Et on reviendra tout à l'heure sur le cas de deux jeunes qui se sont suicidés à cause justement de ces cachets antidépresseurs ISRS. L'un d'entre eux, donc Florian Magnoni, donc qui a été médiatisé ces derniers mois, en fait, était allé voir un médecin pour quelque chose comme des maux de ventre ou une gêne digestive, disons, et il s'est retrouvé avec donc une molécule qu'on appelle la paroxétine, donc qui est un ISRS, et donc s'est suicidé, hélas, quelques semaines après. Et donc, quand les parents sont allés interroger le médecin qui lui avait prescrit ça, il dit mais pourquoi vous lui avez prescrit un antidépresseur alors qu'il était venu quelque part avec des maux de ventre? Et le médecin il était mineur en plus. Il était pas encore mineur, il était à peine majeur. D'accord. Et donc en fait le médecin a répondu mais j'en donne à tout le monde. Voilà, c'était ça la réponse du médecin, c'est comme ça qu'il s'est défendu. Et en tout cas donc il y a une prescription d'antidépresseurs qui a explosé notamment chez les jeunes, alors que des études dès le début ont révélé que ces ISRS avaient un gros problème quand on les administrait aux plus jeunes, c'est que ça avait tendance à faire chez eux des comportements suicidaires. Et il y a eu des statistiques très vite qui sont apparues quand on a commencé à regarder un petit peu justement quels étaient les effets de ces ISRS. Et non seulement on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de service rendu sur la dépression chez les jeunes, notamment, c'est-à-dire que quand vous étudiez donc cohorte placebo contre les gens qui prennent ces molécules-là, il n'y a pas spécialement d'amélioration, première chose. Mais deuxième chose, les comportements suicidaires sont multipliés par 2, et donc très rapidement il y a eu quelque part un espèce de moratoire qui avait été décidé par les autorités de santé, mais alors toutes pour le coup, l'OMS, l'EMA européenne, l'AHAS qu'on a cité également, en disant il faut absolument éviter de prescrire en fait les molécules antidépresseurs pour les jeunes, parce que ces molécules antidépresseurs ont tendance à augmenter les suicides. Et par conséquent, comme il n'y a en plus pas de bénéfices rendus sur la dépression pour ces jeunes-là, on déconseille absolument, quasiment formellement. Alors ça n'a pas été interdit parce que vraisemblablement que le lobby du médicament a fait son œuvre pour que ce soit pas interdit, et parce que la psychiatrie, en général, le problème que la psychiatrie chez les jeunes a du mal à fonctionner sans médication, et par conséquent il y a possibilité de prescrire, mais il n'y a pas d'AMM, il y a aucune AMM en fait, autorisation de mise sur le marché, donc de ces antidépresseurs chez les jeunes. La seule qui le conserve, c'est le Prozac, donc la fluoxétine, mais avec des conditions drastiques en fait d'encadrement quand vous voulez la prescrire chez les jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose qui était un scandale en réalité, le scandale des antidépresseurs chez les jeunes, parce qu'il n'y a aucun bénéfice rendu, et les effets indésirables et les risques mais sont... moi je vais te dire une chose, parfois je suis pessimiste pour l'avenir de nos jeunes, je le dis très sincèrement. Je reçois des jeunes en interview. J'ai reçu par exemple une jeune fille de 20 ans récemment là en interview qui, on va dire, un peu pété les plombs depuis la crise sanitaire. Elle se dénude sur les réseaux sociaux et gagne entre 10 et 15 000 euros par mois. Et donc du coup, voilà, elle se dit tiens... j'ai un talent. Elle m'a dit j'ai un talent, donc c'est de se dénuder. Donc elle gagne 10 et 15 000 euros par mois et sur ces sites, et on apprend que ces sites qui génèrent 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et 1 milliard de bénéfices, eh bien on apprend que un quart de ces filles qui se dénudent sur ces sites sont mineures. Pourquoi tu fais ça? Ah ben parce que depuis le confinement, j'ai pas eu de jeunesse. On les drogue avec des antidépresseurs. Ils sont tous tous ces jeunes, beaucoup de ces jeunes vont chez le psy qui leur dit non mais en fait vous avez pas de problème, vous êtes juste HPI, HPE, TDAH, et donc on leur donne encore d'autres médicaments. Ouais, je vais te dire une chose. Je suis de plus en plus pessimiste pour l'avenir de cette nouvelle génération. J'ai vraiment peur, mais vraiment, qu'est-ce que vont devenir tous ces jeunes?
C'est une vraie question. Et là, justement, avec le Conseil scientifique indépendant, donc, on parlait récemment de faire intervenir des spécialistes sur l'augmentation des taux de suicide chez les jeunes qu'on a observé dans la période post-Covid, en fait, qui commence à être très bien documentée, avec une augmentation énorme, pareil, des psychotropes qui sont distribués aux jeunes, parce qu'effectivement, il y a un mal-être évident, enfin, je veux dire, et la période Covid a été une grande période de sacrifice des jeunes, on l'a vu avec ces mesures absurdes qui ont été, hélas, appliquées de manière un peu trop zélée, je trouve, en tout cas, dans nos pays, en particulier en France, sur les masques et les distanciations sociales, chez les plus jeunes, avec des retards à l'apprentissage, des troubles cognitifs, des troubles émotionnels, des troubles de relations sociales. Et derrière, en fait, on a une psychiatrie qui va distribuer à tour de bras, finalement, des cachets pour pouvoir essayer de mettre les jeunes dans une sorte de camisole chimique avec tous les effets indésirables et les effets pervers que ça peut avoir. Et tu parlais de cette jeune qui se désunissait sur Internet, mais il est probable aujourd'hui que une partie, alors que je parle ici de manière un peu spéculative, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie de ces jeunes qui sont sous médicaments. En fait, les médicaments peuvent aussi avoir des effets indésirables contre ce qu'ils prétendent protéger. D'ailleurs, c'est assez savoureux quand vous lisez les notices de Vidal sur les antidépresseurs ou ces psychotropes. En général, dans les effets indésirables, il y a précisément le mal que vous prétendez soigner. C'est-à-dire que vous allez plonger du coup les enfants par ces psychotropes en fait dans des états dont vous prétendez. Tu sais qu'il y a ça, il n'y a pas que ça. Et là, je lance vraiment un appel aux gens qui nous écoutent. Beaucoup, enfin, certains ici qui nous écoutent sont peut-être grands-parents. Parlez à vos petits-enfants, je vous le dis vraiment, hein, je vous le dis, parce que vous ne savez pas ce qu'ils font. Ce n'est plus notre génération. Moi, je suis de 81. Ce n'est plus la même chose que notre génération. Les générations nées dans les années 2000, ça n'a rien à voir. J'ai par exemple vu des jeunes qui sniffaient, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, ce produit que des jeunes arrivent à avoir pour 10 ou 15 euros, mais alors avec leur smartphone, on leur livre des sortes de cigarettes électroniques, mais qui se mettent dans le nez. Je conjure ceux qui sont grands-parents et qui nous écoutent, parlez à vos petits-enfants, parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne va vraiment pas bien. Et si il n'y a pas les grands-parents, parce que c'est encore eux qui ont une forme d'autorité et encore une forme de conscience, je pense qu'on aura perdu une partie de la population. Mais vraiment, hein. Je dis comme je le pense, hein. Je suis entièrement d'accord. Et tu parlais là, en gros, de drogue, j'allais dire illicite ou illégale, en fait. Qui se reçoit comme si on achetait des tic-tac à Carrefour, hein. Oui, ça, j'ai aucun doute sur cette question. On livre même de la cocaïne à l'Assemblée, apparemment. Bon, voilà. Donc, mais sur cette idée, effectivement, qu'il y a une culture de la drogue, du coup, chez les plus jeunes, en fait, notamment, un des problèmes vient du fait que cette culture de drogue, à la fin illicite, elle naît d'abord, je pense, dans la culture de la drogue licite, qui est celle en fait de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie en particulier. Alors moi, en tant qu'enseignant à la fac, on a des statistiques sur les étudiants qui prennent ce qu'on appelle les smart drugs, en fait, qui sont plus ou moins des cachets en fait qui leur permettent d'être plus attentifs, qui leur permettent d'être plus éveillés ou de mieux dormir le soir. Donc le nombre effectivement de somnifères que les gens prennent en France est absolument hallucinant. Et donc, en fait, il y a de plus en plus cette idée qu'on va donner des drogues légales en fait, aux gens, soit parce qu'on trouve qu'à un moment donné, ils sont un peu trop agités, c'était la Ritaline pour les enfants, soit parce qu'on trouve qu'ils sont pas assez en forme, c'est effectivement les antidépresseurs pour les jeunes, etc. Et ce qui fait qu'après, ils vont tomber dans la culture aussi de la drogue illicite plutôt. Après tout, les rails de coke, ça permet d'être en forme, ça permet, quand on a des relations publiques, d'être particulièrement en forme, etc. Et par conséquent, je pense qu'il y a vraiment dans la culture de la drogue, en fait, à la base, une culture médicale, en fait, qui est celle de la drogue pour essayer de contrôler tous les états un peu émotionnels dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a une culture de la drogue parce que faut dire les mots, hein. Big Pharma est rentré, on va dire, dans le domaine public, si je puis dire. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'oxycodone, le scandale de l'oxycodone, donc des opiacés aux États-Unis, où en fait, Big Pharma a rendu dépendants, en réalité, des gens avec des opiacés, donc qui étaient des antidouleurs. Donc c'est effectivement un des grands thèmes aujourd'hui de la société, la souffrance et les douleurs qui accompagnent ces souffrances, douleurs physiques, psychosomatiques, etc. Et donc pour arrêter de souffrir, on a donné des antidouleurs qui étaient ultra puissants, sauf que ça rendait les gens dépendants, effectivement,
effectivement aux opiacés, à tel point qu'il y a eu des centaines de millions de morts aux États-Unis liés à ça. Raoult avait bien dit, et c'est des stats connus, ça a fait baisser statistiquement l'espérance de vie aux États-Unis à cause de ça. Et en réalité, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a des auteurs qui ont comparé justement cette médication, en tout cas ultra courante et parfois forcée donc par la justice, des psychotropes chez les jeunes, comme étant habituer les jeunes dès le début, leur plus jeune âge en fait, à prendre de la drogue pour ensuite pouvoir passer une vie à être sous médicaments et plus s'y affinité. Mais justement, toi, tu as un cas personnel. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, on peut en parler, bien sûr, oui, parce que c'est ce qui est alors, justement, explique-nous ce que toi t'arrives. Toi, tu es enseignant, chercheur, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde, sachez-le. Et vraiment, cette émission a pour but aussi de prévention. Parce qu'il faut le dire, cette société, peut-être on ne se rend pas compte, mais moi je me rends compte parce que j'ai dû interviewer 4 ou 5 000 personnes depuis la crise sanitaire, et cette société va excessivement mal. Je ne pense pas avoir vu des mots aussi importants actuellement comme on en a. Enfin, je veux dire, elle va tellement mal cette société. Moi, je ne pense pas qu'elle allait aussi mal que ça. Je ne pensais pas, et ça, elle va beaucoup plus mal que je ne l'imaginais. Je dis très sincèrement. Hein. Donc explique-nous un peu, toi, ce qui t'arrive. Alors c'est un cas personnel banal en fait, qui rejoint toutes les statistiques et tout justement ces discours généraux sur les psychotropes. Donc moi j'ai une fille qui, comme une adolescente aujourd'hui, qui, comme beaucoup de jeunes enfants justement, a vécu cette période Covid de manière assez difficile, je pense, et avec une forme d'intériorisation aussi de tout ce qu'elle a vécu. Et puis donc elle a eu des moments difficiles et pour ces moments difficiles, donc un médecin a proposé de donner des antidépresseurs. Donc justement, a proposé de prescrire des antidépresseurs à ma fille. Ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Oui, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, parce que les antidépresseurs sont considérés comme des actes unusuels de l'autorité parentale, c'est-à-dire que un médecin peut prescrire, je sais pas, du Doliprane ou pour soigner une grippe ou des antibiotiques, etc. C'est considéré comme quelque chose d'usuel, donc pour lequel il n'y a pas besoin spécialement d'accord des parents, ça se fait assez naturellement. Mais quand vous commencez à faire des actes unusuels, et les antidépresseurs au long cours sont des actes unusuels, vous devez avoir l'accord de l'autorité parentale. Vous ne pouvez pas prescrire d'antidépresseurs à une adolescente qui est sous autorité parentale, donc sans l'accord des parents. Et en fait, face au mal-être de ma fille, moi j'ai pris exactement ce que recommandent pour le coup toutes les autorités de santé, de l'OMS à la HAS en passant, etc. C'est quand vous avez des enfants qui vont mal, il y a 3 choses qu'il faut tout de suite faire. Grand 1, une thérapie, c'est une cure par la parole. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est là en fait où il y a les meilleurs résultats prouvés statistiquement, si vous voulez. Et c'est des gens comme Marie-Estelle Dupont qui vont défendre exactement ce genre de choses. Donc c'est la première chose. Vous les envoyez en gros voir un psy pour pouvoir un psychologue. Un psychologue, voilà, bien sûr, pas un psychiatre. Voilà. Oui, je suis entièrement d'accord. Un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste. Donc mais quelqu'un qui va faire une cour par la parole. Voilà, ils vont parler. C'est-à-dire qu'un enfant va parler avec un adulte qui a des diplômes qui est en plus un tiers qui doit être neutre par rapport effectivement aux parents, parce qu'il y a effectivement souvent des problèmes dans la famille, etc. Première chose. Deuxième chose, vous faites en sorte qu'ils aillent à l'école, qu'ils suivent l'école pour être socialisés. Deuxième chose. Et troisième chose, vous, ces enfants donc qui sont un petit peu dépressifs ou qui ont un mal-être, vous faites en sorte qu'ils puissent avoir des activités sociales, culturelles, sportives, socialisantes, justement pour partager des expériences avec des copines, avec des copains, etc. Et c'est vraiment le schéma qui est recommandé par toutes les autorités de santé en disant quand il y a un mal-être chez les jeunes, c'est vraiment comme ça qu'il faut agir. Donc la parole analytique chez un psychologue, l'école, parce que l'école est structurant, l'école effectivement permet de conserver le lien social, et si on en a l'occasion, c'est important, les activités culturelles, les activités sportives qui vont resocialiser. Et surtout pas de médicaments. Exactement. Pour les jeunes, on déconseille, et à nouveau ce que je dis là, c'est vraiment les recommandations les plus officielles depuis 30 ans sur la chose. Et donc vous ne donnez il y a un seul, donc comme j'ai dit en France, un seul antidépresseur pour les adolescents qui a eu une autorisation, c'est le Prozac, mais de manière extrêmement exceptionnelle, c'est seulement si l'enfant est tellement mal qu'il n'arrive même pas à parler, qu'il n'arrive même pas à aller à l'école, qu'il n'arrive même pas à avoir le moindre contact avec effectivement les gens de son âge, à ce moment-là, vous pouvez, avec des précautions extrêmement importantes, donner un antidépresseur, mais c'est toujours en soutien
pour pouvoir enclencher le travail thérapeutique et le travail de socialisation en fait que vous allez donner en fait ces antidépresseurs. C'est jamais prescrit en première intention, c'est jamais prescrit en espérant que l'antidépresseur va apporter un soin quelconque. Alors, le soin est donné par la parole. Alors continuons sur ta fille. Sur ma fille. Donc voilà. Donc le médecin prescrit. Elle a quel âge ta fille? Alors ma fille, elle va avoir 16 ans. D'accord. Voilà, elle a eu 16 ans. Et ça a commencé quand? Avec en 2022, c'était en donc elle avait 14 ans. Voilà, avec 14 ans, c'était en pleine période juste après le Covid, etc. Il y avait eu donc des effets comme beaucoup de jeunes en fait qui effectivement sont dans des situations où eux-mêmes ils avaient peut-être de manière un peu préalable par leur histoire personnelle des espèces de fragilité de faille. Et puis le Covid vraisemblablement va faire en sorte que ça se déclenche. Alors, il y a une précision. C'est que tu es séparé de la maman tout à fait, de ta fille. Voilà. Situation assez classique avec, comme toujours dans les cas de séparation, les enfants qui sont un peu entre deux, il faut, moi je suis en garde alternée, hein, donc mais bon, il y a toujours, faut aller une semaine, etc. Donc voilà, donc une situation personnelle qui peut éventuellement, bien sûr, dans ces cas-là, donner chez les enfants des problèmes un petit peu, voilà. Donc c'est des choses qu'on va régler en général chez un psy justement pour que l'enfant puisse, bon. Et donc, le médecin prescrit des antidépresseurs et je lui dis non. Je lui dis non, vous ne prescrirez pas d'antidépresseurs à ma fille. C'est pas du tout comme ça. Ma fille n'a absolument pas besoin. Oui, bien sûr, il y a des problèmes psychologiques chez ma fille, mais elle ira voir un psychologue, une psychanalyste en ville. Oui, parce que de toute façon, l'adolescence, on sait que c'est une période pas facile. En plus, une crise exceptionnelle, voilà, avec des situations exceptionnelles. Bon. Ma fille était normal. Un cas statistique en fait, voilà. C'est ça, c'est un cas à la fois personnel mais statistique, c'est-à-dire que en particulier les jeunes filles à l'adolescence, enfin bon, avec justement les troubles du comportement alimentaire qui arrivent, avec la pression sociale aussi, avec etc. L'imagerie qui est vécue de ces mannequins, etc. Bon, donc c'est quelque chose. Donc du coup, le médecin prescrit contre mon autorité parentale. Je lui dis non. Et en réalité, le médecin va être un peu vexé et donc va faire ce qu'on appelle un signalement. Un signalement. Un signalement, voilà. C'est-à-dire que toi, tu dis, écoutez, ma fille n'a pas besoin d'antidépresseurs, donc lui fait un signalement, quoi. Ouais. C'est-à-dire à la justice. Donc c'est là à la justice. Exactement. C'est là où va commencer à s'enchaîner, si vous voulez, si tu veux, Mike, cette connivence absolument détestable et dangereuse, et on va revenir un peu dessus, entre la médecine et la justice, en fait, pour les mineurs. Donc le médecin va faire un signalement, donc au nom de ce qu'on appelle l'article 375 du code civil, en fait, qui dit que si on estime que la santé d'un enfant est mise en danger par la négligence de ses parents, eh bien, il faut prévenir les autorités soit administratives, soit judiciaires de cet état de fait pour qu'on puisse enquêter et décider si, oui ou non, l'État doit intervenir dans la relation entre les parents et les enfants, justement, pour mettre fin au danger qu'on a signalé, puis éventuellement attesté, effectivement, sur la situation. Et donc, l'article 375, donc on peut le lire, je pense qu'il est intéressant et on reviendra sur... Mais la vie de ta fille n'était pas en danger Non, bien sûr que non. Mais en fait, justement, le problème de la notion de danger, si tu veux, c'est que c'est une notion hyper malléable, en fait. Et on l'a très bien vu pendant le Covid, au sens où on nous a dit, mais ce Covid, c'est un virus extrêmement dangereux, qui va tous nous tuer, qui va faire des victimes considérables partout, tout le temps. Alors qu'en réalité, c'est une mise en scène. Et quand on a refait les statistiques derrière, notamment Laurent Toubiana, Pierre Chaillot, Laurent Museli sur la mortalité, on s'est rendu compte que c'était pas du tout dangereux. Mais tu vois, à la rigueur, imaginons, on aurait peut-être pu croire ça aurait pu être une réalité, ouais. Mais quelqu'un qu'on ne met pas sous antidépresseur, sa vie n'est pas en danger. J'imagine. Non, mais évidemment, la dépression n'est pas quelque chose où c'est pas un cancer, quoi. Oui, c'est pas du tout un cancer. Non, mais exactement. C'est-à-dire que les cas de danger où il y a besoin d'une médication absolue, c'est les cas où votre vie, vous êtes entre la vie et la mort, vous avez un accident. Bon, il y a le cas, par exemple, effectivement, des transfusions. Par exemple, il y a des gens avec les témoins de Jéhovah, par exemple, qui refusent des transfusions. Et quand vous avez un enfant qui vient d'un grave accident, que vous avez besoin de transfuser, là, vous avez besoin, effectivement, si la famille refuse la transfusion sanguine, vous dites ah bah non, écoutez, là c'est un danger de vie ou de mort, et donc le médecin d'ailleurs dans le code de santé publique est autorisé lui-même à prendre contre l'autorité parentale des soins, voilà. Les cancers, c'est un autre cas, vous avez effectivement des jeunes hélas qui ont des cancers, et puis pour une raison ou pour une autre, si les parents refusent un traitement par chimio, etc., on va dire bah non, écoutez, là c'est pas possible parce que c'est vraiment la donc vie... c'est dans ces cas-là, alors que là le médecin qui suivait ta fille, lui, fait un signalement parce que tu dis non mais moi je veux pas que ma fille prenne des antidépresseurs. C'est exactement ça. Et je rappelle donc la formulation de l'article 375 du Code civil
au titre duquel vous pouvez signaler effectivement, voilà, c'est si la santé, la sécurité et la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, les mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice. Et le gros problème, c'est que en réalité, dans tous ces termes, tout est dévoyé. Le danger grave, en fait, c'est pour les enfants, c'est le même que celui qu'on a essayé de nous faire croire pour le Covid. Il y avait un grave danger de Covid, donc il y a toute une mise en scène. Et justement, il y a des médecins qui vont attester que c'est grave, que c'est vachement dangereux. On se souvient de ce néphrologue, donc Gilbert Deray, qui disait ah mon Dieu, mais ces enfants qui ont le Covid, ils vont avoir un cerveau qui va être celui d'Alzheimer, en fait. Des gens. Néphrologue, je précise que c'est pour les reins. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas pour la tête. Oui, Hein. c'est pas pour la tête, et encore moins pour les maladies virales. Mais lui, il s'y connaît quand même. Voilà, mais le type vous disait, mais le Covid, c'est hyper grave pour les enfants. Moi, j'ai vu des photos d'IRM d'enfants avec des cerveaux en bouillie complète, mais vous vous rendez compte, en fait. Et donc, refuser la vaccination pour les enfants, c'est les mettre, du coup, en grave danger. Et c'est ce qui fait que la loi du 5 août 2021, au nom de l'aide sociale à l'enfance et de la coercition, on va voir qu'elle peut entraîner sur les actes médicaux, en fait, va imposer la vaccination des enfants, etc. Alors, du coup... Alors, donc, oui, vas-y, fini. Je reviens sur... Donc, le médecin fait un signalement en disant, mais Monsieur Pavant refuse que sa fille prenne des antidépresseurs, c'est très grave, parce que si elle est en dépression, elle risque effectivement d'avoir des comportements peut-être auto-agressifs envers elle-même, etc. Les antidépresseurs vont permettre de juguler tout ça, et donc le refus de Monsieur Pavant de laisser sa fille prendre des dépresseurs parce que je lui ai prescrit, en fait, est une condition de grave danger, donc, en fait. Donc ce médecin fait ce signalement à la justice. Et que répond la justice? Alors justement, c'est là où normalement la justice doit faire le tri. C'est-à-dire que un signalement, c'est quelque chose qui est adressé directement au procureur de la République. En fait, vous dites, voilà, moi je suis médecin. En tant que médecin, donc j'observe des situations où il y a des problèmes de santé qui se posent, et j'estime que dans cette situation-là, le refus du père donc d'accepter des antidépresseurs, alors je le rappelle hors AMM, hein, puisque là la prescription était hors AMM, est une situation de danger pour bien la fille de Monsieur Pavant. Donc je m'adresse à la justice. Donc la justice, en général dans ce cas-là, quand ça vient d'un médecin, ouvre ce qu'on appelle donc transmet le dossier donc à la justice des mineurs, donc à la chambre des mineurs, qui ouvre ce qu'on appelle en fait une procédure en assistance éducative, donc au nom de l'article 375 que je viens de vous citer, en disant il y a un problème. Et donc en général ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on décide d'une enquête, c'est-à-dire ce qu'on appelle une MJE, une mesure judiciaire d'investigation éducative, où on vous envoie des assistantes sociales, des psychologues, etc. pour dire bon alors qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a eu un signalement, ce signalement en fait on l'a jugé crédible, on l'a jugé effectivement sérieux au nom de l'article 375, et donc on voudrait en savoir plus sur ce qui se passe effectivement. Et donc toi tu as eu droit à cette enquête d'assistante sociale? Alors même pas, parce qu'en réalité ça a été pire que ça en réalité, c'est-à-dire que le juge a immédiatement décidé de me retirer en fait l'autorité, la garde de ma fille en fait, en disant puisque vous ne voulez pas mettre en place ce traitement antidépresseur sur votre enfant, eh bien nous allons la placer chez la mère, de sorte que la mère puisse effectivement. Mais le juge, lui, est-ce qu'il sait que voilà Vincent Pavant, enseignant chercheur, il connaît tout ce... Alors ça a été plaidé effectivement en disant que, alors c'était très intéressant, Monsieur Pavant avait un rapport bizarre aux médicaments, parce que effectivement on avait mis en avant que j'avais eu une parole critique sur le Covid, sur la vaccination, sur les masques, et d'ailleurs Monsieur Pavant avait été suspendu de ses activités d'enseignant-chercheur parce qu'il avait refusé de porter le masque devant ses étudiants. Lui-même en fait a été engagé avec des complotistes, et dans le jugement en particulier en appel, le terme complotiste apparaît effectivement dans le jugement en disant Monsieur Pavant en gros est un complotiste en fait, et donc ça va laisser penser au juge. Donc là, on voit toute l'influence qu'a eu le Covid, en réalité, sur l'idée que la critique du médicament, qui a été faite au moment sur les vaccins, allait être généralisée en fait à tous ceux qui critiquaient les médicaments, et en particulier donc les antidépresseurs, quand bien même la critique des antidépresseurs pour le coup est une critique partagée par toute la presse, y compris mainstream. Je veux dire récemment. Alors on est à Radio Courtoisie, alors j'aurais dû te prévenir, pas mainstream, on dit allez on va dire presse subventionnée, bref, oui, presse, les médias de grand chemin, voilà. Oui, je sais, je suis désolé d'ailleurs pour cet anglicisme, cette presse de courante, voilà, on va dire courante, le mot stream en anglais voulant dire courant, donc voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, tous ceux qui ont une parole critique sur le médicament, eh bien, sont considérés comme étant des complotistes, et donc des gens irrationnels, et donc des gens qui mettent en danger
effectivement l'avis de ceux qui refusent de prendre les médicaments. Et de même qu'on a dit que les non-vaccinés étaient des gens dangereux pour la société parce qu'ils refusaient de se faire vacciner, donc de se protéger, et du coup devenaient eux-mêmes plus contagieux que les autres, le fameux 12 fois plus contagieux, donc une foutaise sans nom pour le coup, et bien ça arrive jusqu'à la justice. La justice, en fait, du coup, est enfermée dans cette idéologie parce que en fait, les juges sont des gens comme les autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont leur information que par une presse courante, subventionnée, qui va s'imposer à la télé, dans les journaux, etc. Et du coup, se mettent à raisonner comme c'est fou ce fonctionnement de la justice quand même. Oui. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.